Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 pour vous informer. Voici le titre de votre édition de 20h. La 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, organisation de la conférence islamique, s'est ouverte ce matin à Abidjan en présence du chef de l'État. Les réflexions portent sur la jeunesse, la paix et le développement dans un monde solidaire. Le projet d'aménagement de la voirie d'Abidjan est mis en route. Le ministère des Infrastructures économiques a lancé les travaux d'élargissement du boulevard Latry de Cocody. Le but est d'assurer la fluidité routière. Et nous aurons un dossier dans ce 20h consacré à la planification familiale, un sujet qu'on évoque à la veille de la célébration de la Journée mondiale de la population. Comment fonctionne la planification familiale en Côte d'Ivoire? Surtout comment on fait un outil de développement? Réponse dans ce journal. Des orages violents frappent la France depuis hier. Paris est sous les eaux. Conséquence de ce chaos diluvien, l'inondation d'une vingtaine de stations de métro. La Belgique se prépare, elle aussi, à affronter la tempête. Vous êtes les bienvenus sur RTI1. Commençons tout de suite par Abidjan, bien sûr, où s'est ouverte ce matin la 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, organisation de la conférence islamique. Le président de la République a pris part à l'ouverture des travaux. Le conclave des ministres des Affaires étrangères de l'OCI va durer 2 jours. Les réflexions portent sur la jeunesse, la paix et le développement dans un monde de solidarité. Le reportage de Jérôme Kofi Aboulin. La Côte d'Ivoire, en abritant la 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, du coup, c'est le ministre ivoirien des Affaires étrangères qui devient le président de cette présente session. Il succède ainsi au ministre des Affaires étrangères de l'Ouzbékistan, président de la 43e session. En cette qualité, Marcela Montano s'est félicité du choix du thème, à savoir jeunesse, paix et développement dans un monde de solidarité. C'est donc pour lui l'occasion d'évoquer conformément à ce thème la politique gouvernementale sur l'éducation et l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Ce thème nous interpelle car les jeunes constituent en Côte d'Ivoire, par exemple, 77,3% de nos populations. Il s'agit pour nous de relever des défis nouveaux qui peuvent impacter la paix et la solidarité internationale et donc l'avenir de nos sociétés. Dans un monde en pleine mutation, il nous faut offrir à notre jeunesse des solutions novatrices, porteuses d'espoir qui puissent les détourner des phénomènes majeurs qui affectent négativement nos sociétés, à savoir le chômage, la migration, les mouvements extrémistes et violents. Pour ce faire, le gouvernement ivoirien a fait de l'éducation et de la formation des jeunes une priorité comme réponse à l'obscurantisme et à la manipulation. Outre l'accent mis sur l'éducation, l'emploi des jeunes constitue assurément un des axes majeurs de la politique du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. À cet effet, le président Alassane Ouattara a décidé de la création d'un ministère spécialement dédié à la jeunesse. Le président de la République, Alassane Ouattara, a de son côté salué dans un premier temps la solidarité de l'Organisation de la coopération islamique à l'égard de la Côte d'Ivoire, qui lui a permis d'être élu membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. La force d'une communauté est de savoir en toutes circonstances rester solidaire. Je voudrais ici témoigner de cette formidable capacité de solidarité au sein de notre organisation. En effet, cette solidarité s'est manifestée lors du vote des États membres de l'Organisation de la coopération islamique en faveur de la Côte d'Ivoire, qui, le 2 juin 2017, a été élu membre du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019. Ce vote a enregistré l'élection de 2 États membres de notre organisation, en l'occurrence l'État frère du Koweït et la Côte d'Ivoire. Je voudrais donc, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, adresser nos sincères remerciements à l'ensemble de la communauté pour cette grande marque de confiance. Le chef de l'État ivoirien a ensuite parlé de partenariat économique avec l'Organisation de la coopération islamique avant d'annoncer avec fierté la ratification de la charte de l'OCI par l'État ivoirien.
L'Organisation de la coopération islamique constitue une véritable force, un véritable levier de développement économique de nos pays. L'exemple que nous donne aujourd'hui de nombreux pays dans le monde est que le regroupement d'ensembles cohérents et harmonieux qui partagent les mêmes valeurs est la meilleure voie pour le progrès des peuples. Dans ce cadre, nous soulignons la nécessité pour les États membres de l'Organisation de la coopération islamique de mettre l'accent sur la mise en œuvre des stratégies de partenariats économiques, commerciaux, scientifiques et technologiques au sein de notre organisation. Les résultats déjà atteints par le plan spécial pour le développement de l'Afrique sont positifs. Par conséquent, ils méritent d'être poursuivis et amplifiés. C'est aussi le lieu de vous annoncer aujourd'hui que la Côte d'Ivoire vient de ratifier la charte de l'OCI. La 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI est pour la Côte d'Ivoire la première rencontre qu'elle accueille depuis son adhésion à l'organisation en 2001. Le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI se réunit une fois tous les ans. Il s'agit d'examiner les moyens de la mise en œuvre de la politique gouvernementale, des décisions et résolutions adoptées. Et juste après l'ouverture des travaux du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, le président de la République s'est entretenu avec le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique et avec le président de la Banque islamique de développement. On fait le point avec Jérôme Kofi Aboulin. Les entretiens entre le président de la République ivoirienne Alassane Ouattara et le président de la BID, le docteur Bandar Al-Hadjar, ont essentiellement porté sur l'excellence des relations entre la Banque islamique de développement et la Côte d'Ivoire. Je viens de recevoir le président de la Banque islamique de développement qui apporte un appui important à notre pays au plan du financement des projets dans tous les secteurs, que ce soit le secteur économique ou les secteurs sociaux. Le président effectue sa première visite en Afrique, au sud du Sahara, depuis sa désignation, sa prise de fonction. C'est un grand honneur pour la Côte d'Ivoire de le recevoir à l'occasion de sa participation à la conférence de l'OCI. Et je voudrais lui dire que nous sommes sensibles à cette attention et nous ferons tout pour accélérer la coopération avec la Banque islamique de développement. Et aussi, nous ferons en sorte que les décaissements, qui sont aux alentours de 10%, puissent être améliorés. Le président nous a donné les critères pour cela et nous allons nous y conformer. Je suis sûr qu'avec les mesures qu'il a décidé lui-même de mettre en œuvre, notamment la décentralisation des opérations de la banque, ceci permettra d'accélérer le financement des projets. Avant d'échanger avec le président de la BID, le président Alassane Ouattara a reçu le secrétaire général de l'OCI, Youssef Aal Otemine. Le chef de l'État ivoirien a saisi cette occasion pour remercier son hôte au regard du choix porté sur la Côte d'Ivoire pour la tenue à Abidjan de la 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères. Créée le 25 septembre 1969, l'OCI est la deuxième plus grande organisation intergouvernementale après l'ONU, Organisation des Nations Unies. Voilà, vous venez de le voir, le président de la République, Alassane Ouattara, promet d'accélérer la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Banque islamique de développement. Le sujet a été également évoqué avec le Premier ministre, le chef du gouvernement ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, et le président de la BID ont eu une rencontre, comme vous le voyez dans les images. La Côte d'Ivoire entretient aussi de bonnes relations avec l'Agence de coopération internationale sud-coréenne. L'agence a mis en route un projet d'aménagement de la voirie d'Abidjan et ce lundi, le ministre des Infrastructures économiques, Amédée Kouakou, a donné le coup d'envoi à des travaux d'élargissement du boulevard Latrie de Cocody. 3 boulevards sont concernés par ce projet qui vise à améliorer la fluidité routière à Abidjan. Lansini Bakayoko. Le boulevard Latrie de Cocody, aux heures de pointe, est un vrai calvaire pour les automobilistes. Vraiment, il y a trop de bouchons. On a l'impression que la voie est petite.
Et vraiment, pour avoir accès à Cocody, c'est très difficile. Raison pour laquelle même, quand des clients nous arrêtent pour dire non, s'ils veulent venir soit aux 2 plateaux, moi en engrais, on est obligé de refuser. Dans quelques mois, ces difficultés de circulation seront amoindries grâce notamment à l'aménagement d'une partie de cette voie dense en trafic. Le tronçon carrefour de la vie église Saint-Jacques des 2 plateaux, long d'1 kilomètre. Un tronçon à transformer en 2 fois 3 voies. L'initiative est bien arrivée. Bon, ça va permettre aux gens de bien circuler les soirs et rentrer bien chez eux. Cette infrastructure routière à réaliser fait partie d'un ensemble réparti sur les boulevards Valéry Giscard d'Estaing à Marcory et François Mitterrand sur la route de Bingéville. Le cumul des axes a élargi est de 6,9 km, d'un montant total de 2,5 milliards de francs CFA, entièrement supporté par le pays du matin calme. C'est le fruit de la générosité sud-coréenne à l'égard de la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus nous entretenir avec eux, de sorte à ce qu'on puisse ensemble regarder ces travaux-là qui est un don que la Corée fait à la Côte d'Ivoire pour nous mettre d'accord avec eux sur les conditions de mise en œuvre, sur les dispositions pratiques à prendre pour que l'élargissement qui est en train d'être fait puisse tenir le plus longtemps possible. Ce projet d'aménagement de la voirie d'Abidjan va renforcer la compétitivité de la principale ville ivoirienne. Sans construire de nouvelles routes, l'initiative vise le développement économique durable par la simple exploitation de celles déjà existantes. Et pendant ce temps, les pluies diluviennes font des dégâts du côté de San Pedro. Hier, une maison s'est écroulée dans un quartier de la ville, c'est à Moussadougou. On déplore un mort et 2 blessés. Et puis le pont de la déviation San Pedro-Tabou a cédé sous la pression de l'eau. Conséquence, Tabou, Grand Bérébi sont coupés du reste du pays. Le point de la situation avec Sam Conan et Teresta Puyopoui. Route barrée. Cette enseigne invite les automobilistes à rebrousser chemin. La voie de déviation créée à l'issue de l'effondrement du pont reliant San Pedro à Tabou est impraticable. L'eau a emporté les 4 buses qui servaient de pont de passage provisoire. Ce qu'on va faire, c'est attendre que les eaux baissent parce qu'il y a assez d'eau et tenter de récupérer les éléments de bus et les reposer. On n'a pas pu faire de protection parce que le sol n'est pas stabilisé et il pleut tous les jours. Et la météo annonce de fortes pluies dans la région. Afin de minimiser les dégâts, le comité de crise piloté par la préfecture sensibilise les populations des zones à risque. Nous avons envisagé la relocalisation de ces personnes-là. Nous avons bien saisi et je pense que, comme vous l'avez dit, je vais passer le message à tous ceux qui sont dans cette situation pour qu'on déguerpille les lieux. Des habitations qui côtoient le fleuve San Pedro dans le quartier Sautref. Un véritable danger. Vous voyez tout le mur ici, doit aller jusque-là. C'est-à-dire les habitants de cette maison sont exposés à de grands dangers. Et des écoles ont donc été réquisitionnées pour accueillir les déplacés. Mais jusque-là, personne ne veut partir. Alors qu'une maison s'est écroulée dans le village de Moussadougou, à une dizaine de kilomètres de San Pedro, faisant des victimes. La sensibilisation va se poursuivre. Les travaux de réparation de la déviation vont s'effectuer cette semaine, indique l'un des responsables. Au chapitre économie à présent, la Direction générale du Trésor public vient d'initier une rencontre à l'attention des forces de l'ordre. Les réflexions portent sur les sanctions pécuniaires qui frappent l'auteur d'une contravention. Selon la Direction générale du Trésor, le taux de recouvrement ces 5 dernières années reste faible. Il est de 0% des recettes non fiscales alors que le nombre de véhicules a augmenté. Alors, comment augmenter le taux de recouvrement des recettes non fiscales? Élément de réponse avec Francis Boifou. Les statistiques révèlent que les ressources liées aux amendes forfaitaires n'atteignent pas 0,5% des recettes non fiscales sur les 5 dernières années. Les amendes forfaitaires sont des sommes à régler dans un bref délai à la suite de certaines infractions relatives à la circulation routière et sans passage par un tribunal. Dans les pays développés, ces amendes ont un pourcentage élevé dans le recouvrement des ressources non fiscales.
Par exemple, en France, avec 26 millions de contraventions dressées en 2015, l'État a récupéré 1096 milliards de francs CFA de recettes à partir des amendes forfaitaires, ce qui représente 0,45% des recettes non fiscales pour la seule année, contre moins de 0,5% pour la Côte d'Ivoire en 5 ans. C'est pour améliorer le taux de recouvrement des amendes forfaitaires que la Direction générale du Trésor public a organisé ces échanges. Occasion pour le directeur général de l'OSER de rappeler les coûts liés aux différentes contraventions. Elles sont de 3 classes. Vous avez les contraventions de la première classe qui donnent une amende forfaitaire de 500 francs. Ce sont des fautes commises en général par les usagers de 2 roues. Les piétons également sont concernés par la première classe. Si un piéton à un carrefour à feu traverse au moment où le feu est vert pour les automobilistes, il commet là une faute de la première classe. Lorsque je suis dans un véhicule qui a des défauts d'ordre mécanique, comme par exemple les problèmes de dispositifs d'éclairage qui sont défaillants, eh bien, je commets là une faute de la deuxième classe et je suis sanctionné par une amende forfaitaire de 1000 francs. La troisième classe, généralement, ça sanctionne les mauvais comportements. Et si je passe au feu rouge, c'est une faute de la troisième classe qui est sanctionnée par une amende forfaitaire de 2000 francs. Pour faciliter le travail des forces de l'ordre sur les routes, les acteurs du transport proposent le contrôle intelligent à partir des caméras de surveillance avec par exemple des radars automatiques qui enregistrent les infractions, transmettent les données en temps réel à un poste de commandement qui traite ces informations pour générer effectivement l'amende. Des moyens qui pourraient lutter contre les accidents de la circulation. L'OSER indique que 94% de ces accidents sont dus au mauvais comportement de l'homme dans un contexte d'accroissement du parc automobile. D'environ 33 000 véhicules en 2010, on est passé à plus de 73 000 véhicules en circulation en 2016 en Côte d'Ivoire. Plus loin, le ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration est en mission en Belgique. Abina Pascal s'imprègne du fonctionnement de la Fédération Wallonie. Il veut comprendre tout le fonctionnement de cette fédération francophone qui gère une partie importante des fonctionnaires belges. Amadou Kouassi est notre envoyé spécial. La Belgique, État fédéral, est subdivisé en 3 régions et en 3 fédérations, à savoir les Flamands, les germanophones et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ici, chaque fédération a en son sein un gouvernement. Et pour cette dernière étape de sa visite de travail en Belgique, le ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration est allé à la rencontre du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la communauté française du Royaume de Belgique. Les échanges lui ont permis de comprendre le mode de gestion et de prise en charge des fonctionnaires de cette fédération. Ici également, un seul secrétaire général pour une dizaine de ministères. Et mon secrétariat général, il rassemble tous les services transversaux, tous les services de support à ces différents services métiers, puisque une des plus-values d'être une grande organisation, c'est de pouvoir mutualiser des ressources, de ne pas devoir faire partout des services d'informatique, de ne pas devoir faire partout des services juridiques, des services sur les marchés publics, de pouvoir mutualiser tout ça. Et donc dans le secrétariat général, on rassemble toutes ces fonctions de support, ces fonctions de coordination au service de nos différents métiers. Au cours de la séance de travail avec le secrétaire général des ministères, le ministre Pascal Kokou-Abina a cherché à mieux comprendre le système de fonctionnement de la fédération avant de présenter le modèle ivoirien qui pourrait également intéresser la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans notre administration, on n'a pas encore ce maillon de la chaîne qui est pourtant indispensable. Dans la réforme du statut général de la fonction publique, nous allons prévoir cela. Je dois dire d'ailleurs que c'était déjà prévu depuis, mais la mise en œuvre n'est pas encore faite. Or, il le faut parce que c'est nécessaire au niveau des ministères. La délégation ivoirienne s'est également rendue au Parlement pour comprendre également le fonctionnement de cette structure. Les autorités belges ont informé le ministre Pascal Kokou-Abina de la venue à Abidjan dans les jours prochains
d'une importante délégation d'hommes d'affaires belges en vue de renforcer davantage la coopération de la Côte d'Ivoire et le Royaume de Belgique. On en arrive à notre dossier de ce 20h consacré aujourd'hui à la planification familiale. Un sujet qu'on évoque à la veille de la célébration de la Journée mondiale de la population. Comment fonctionne la planification familiale en Côte d'Ivoire et surtout comment faire un outil de développement. Quel est son impact sur les populations concernées? Élément de réponse avec Serge Collia. Comment réduire la pauvreté et promouvoir la croissance économique en améliorant le bien-être des familles? Tous les pays du monde veulent aujourd'hui résoudre cette équation considérée comme l'un des investissements les plus sages et les plus rentables. Pour élever le défi, les campagnes de sensibilisation sur la planification familiale se multiplient. La planification familiale, c'est l'ensemble des méthodes utilisées par les individus et le couple en vue d'espacer les naissances, d'éviter les grossesses non désirées et de choisir la taille souhaitée pour leur famille. Si un couple a 4 enfants et il gagne seulement suffisamment pour nourrir 2 enfants, ça veut dire que la qualité de vie de tout le monde va baisser. Prendre les mesures pour ne pas avoir les enfants, plus de nombre d'enfants de ce qu'on peut supporter, peut nous aider à monter la qualité de vie de tout le monde. Promouvoir les bienfaits de la planification familiale, l'AIBF, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, est le leader en la matière. Ces cliniques, réparties sur l'ensemble du territoire ivoirien, sont devenues les lieux de rendez-vous des femmes de toutes les catégories socio-professionnelles. Mariam, 30 ans, est une habituée des lieux. Un rendez-vous trimestriel pour décider de son avenir. Il y a plusieurs méthodes, mais moi j'ai choisi piqûre pour 3 mois. Ça me va. La non-planification des naissances peut avoir des conséquences graves. 500 000 femmes meurent chaque année à la suite de complications durant les grossesses, les accouchements ou les avortements à risque. L'utérus ne se repose pas et elle contracte encore une autre grossesse. À l'accouchement, elle peut saigner. Il peut avoir l'hémorragie du postpartum. Et donc, mieux vaut qu'elle se repose, que l'utérus se repose bien pour qu'elle puisse reprendre une autre grossesse. S'occuper des enfants à longueur de journée n'est pas toujours facile. Elle a 1 an 8 mois et lui il a 8 mois. Lui il pleure aussi, elle pleure. Gérer les deux, vraiment, c'est fatigant. Pour payer l'école, là, dépenser de trop sur nous. Après ça, mon mari, c'est bon comme ça. On ne peut pas faire enfant pour mettre en souffrance, c'est pas bon. La planification familiale, une politique qui se heurte à des facteurs socioculturels. Les maris aussi ne t'acceptent pas. Mais nous aussi, on n'a pas les... On va faire comment? Si tu es marié, tu es marié. C'est que le mari dit que tu vas faire là. C'est ça que tu vas suivre aussi. Malgré les difficultés, l'accès aux services de planification familiale s'améliore pour des familles plus épanouies. Au lieu de faire les enfants, il y a 1 an, 2 ans entre eux, trop de maladies, il n'y a pas beaucoup de repos, problème de l'argent. Mais s'il y a une truc familial comme ça, vraiment, on est trop satisfait sur ça. Si tu mets dans ton programme que tu dois faire 5 enfants, les 5 enfants, là, il faut te défendre. En tout cas, pour pas ils vont manquer de rien. En tout cas, pour le moment, nous, on ne se plaint pas. Pour réussir la planification familiale, l'aide des partenaires au développement s'avère précieuse. L'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population et le Royaume-Uni s'engagent aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire. Le Fonds des Nations Unies pour la population vient avec son appui technique, avec son cerveau, aider les départements pertinents du gouvernement à écrire ces politiques de population. En même temps, on travaille avec le ministère de la Santé pour mettre en place, s'assurer que la femme du village plus lointain ait accès à la connaissance, à l'information. Actuellement, nous dépensons autour de 150 milliards de CFA équivalent sur les questions de planification familiale. Ça reste toujours pour nous un sujet clé dans nos interventions de la coopération au niveau mondial. Ce 11 juillet, c'est la journée mondiale de la population avec pour thème « Donner aux populations la capacité d'agir, contribuer au développement des pays ». Le sommet de Londres sera l'occasion de parler des financements pour améliorer la planification familiale. Le 11 juillet, c'est cette question de la chaîne d'approvisionnement, qu'il n'y ait pas de rupture dans le stock, par exemple, parce que c'est
Et vous pouvez faire la planification familiale, mais vous devez passer 2 mois sans avoir accès. Peut-être ça ne sert pas à grand-chose. Au sommet de Londres, la Côte d'Ivoire sera présente. À ce rendez-vous, bailleurs et décideurs vont discuter des efforts à fournir pour aider 225 millions de femmes dans 69 pays à avoir accès aux informations nécessaires pour décider de leur sort. Voilà, planification familiale, c'est un sujet réalisé par Serge Coléa. L'institution de formation et d'éducation de la femme, IFEF de Port-Bouët, a été réhabilitée par l'ambassade de la Turquie à hauteur de 110 millions de francs CFA. La remise officielle de l'institution a eu lieu aujourd'hui en présence de la ministre Maria Tokone. L'agence turque de coopération et de coordination veut ainsi accompagner le gouvernement ivoirien dans les actions de développement de la femme. Le centre d'urgence chirurgicale et la salle d'angioplastie du CHU de Treichville ont été aussi réhabilités. Les locaux ont été visités par la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymond Goudou-Kofi. Coût global des travaux et équipements, plus de 10 milliards de francs CFA. Les capacités sanitaires du CHU de Treichville ont été ainsi renforcées, comme nous l'explique Davy Soyo à Boussanogo. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique visite le site qui abrite le centre d'urgence chirurgicale du centre hospitalier universitaire de Treichville pour s'assurer de l'achèvement des travaux, des salles de réanimation et d'opération, en passant par les bureaux des médecins. Tout a été réhabilité et équipé selon les normes internationales. Nous sommes à l'approche des Jeux de la francophonie. Vous avez visité avec moi une des salles d'opération de la traumatologie, puisque vous savez que c'est les athlètes que nous allons recevoir. Il est important pour le ministère de la Santé de mettre à la disposition de tous ces athlètes qui vont arriver, qui vont peut-être se faire mal. Il fallait donc que nous puissions mettre à la disposition de toutes ces personnes qui viennent dans notre pays des structures de qualité aux normes internationales. Direction l'Institut de cardiologie d'Abidjan, où la salle d'angioplastie a été rénovée. C'est une salle qui permet à la fois d'explorer les artères du cœur, les cavités cardiaques, et aussi réaliser des interventions sans avoir à ouvrir le cœur. Donc ça, c'est une avancée technique très importante. Et cette salle, justement, nous permet, en Côte d'Ivoire, d'être aux standards internationaux. La réhabilitation de ces salles et leur équipement ont coûté plus de 10 milliards de francs CFA au gouvernement ivoirien. Après le centre hospitalier universitaire de Treichville, Raymond Kofi Goudou a mis le cap sur la commune de Marcory, dans une polyclinique pour faire l'état des lieux des locaux et des équipements. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du partenariat public-privé. Et notez que nous sommes à J-11 des 8e Jeux de la francophonie. Les compétitions démarrent le 21 juillet prochain ici à Abidjan. Et tous, nous sommes mobilisés autour de ce grand rendez-vous du monde francophone. La première édition des journées portes ouvertes du tribunal militaire d'Abidjan, ouverte le mardi dernier, s'est achevée ce week-end à l'état-major général des armées. Ces journées portes ouvertes ont permis aux populations civiles, mais également aux hommes en tenue, de connaître le tribunal militaire, son fonctionnement et ses missions. Le reportage d'Abou Sanogo dans nos prochaines éditions. À l'étranger, au Sénégal, la campagne pour les législatives a démarré hier pour 20 jours. Plus d'une quarantaine de partis ou coalitions présentent des candidats à la députation en prélude à la présidentielle de 2019. Pour la première fois, la diaspora sera représentée à l'Assemblée nationale. 15 sièges de députés ont été spécifiquement créés après une révision constitutionnelle de mars 2016. L'ancien président Abdoulaye Wade, qui a repris les rênes du Parti démocratique sénégalais, est candidat à ces législatives. Des orages violents frappent la France depuis hier. Paris est donc sous les eaux, conséquence de ce chaos diluvien. L'inondation d'une vingtaine de stations de métro. La Belgique se prépare, elle aussi, à affronter la tempête. Alexis Ouedraogo. Des orages et des pluies diluviennes d'une rare intensité ont frappé Paris dimanche. Plus de 42 millilitres de pluie tombée en une demi-heure et 49 millilitres en une heure. De nouveaux records. Ces trompes d'eau n'ont pas été sans conséquences sur les transports en commun. Une quinzaine de stations de métro fermées dans la soirée après avoir été partiellement inondées. Selon les sapeurs-pompiers de Paris, les secteurs les plus touchés ont été le 13e et 15e arrondissement de Paris et la Seine-Saint-Denis.
Les images des internautes diffusées sur les réseaux sociaux ont permis d'évaluer l'ampleur des dégâts. La vigilance orange pour les orages qui concernent encore 12 départements du centre et de l'Île-de-France devrait être levée dans la matinée. Ce lundi, le trafic a repris normalement son cours, à l'exception de 3 stations de métro encore fermées. Après une offensive longue et lourde en pertes civiles et militaires, la ville de Mossoul en Irak est désormais libérée de la présence de l'État islamique. L'annonce est faite par le Premier ministre irakien qui était en visite dans la ville de Mossoul. Je rappelle, avant de nous séparer, que nous sommes à J-11 des 8e Jeux de la francophonie. Les compétitions démarrent le 21 juillet prochain ici à Abidjan. Allez, on est tous appelés à nous mobiliser autour de ce grand rendez-vous mondial. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain.